Bonjour mes hockey fans et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux Hawks de Chicago. Les Hawks de Chicago qui est une équipe qui est tristement en reconstruction. Après avoir connu de très belles années du côté de Chicago, on a décidé d'y aller avec une reconstruction. On a laissé partir notre gardien de but vétéran Corey Crawford. Puis là, on se lançait dans une nouvelle saison sans notre capitaine Jonathan Toews qui a été absent pour toute la saison en lien avec une maladie qu'il avait. Donc, on a eu une dynamique d'équipe qui était différente cette année du côté des Hawks de Chicago, mais c'est quand même une reconstruction qui devrait aller relativement rapidement si on se fie à des mouvements qui ont été faits pendant la saison morte cette année. Donc, je pense que du côté de Chicago, Stan Bowman ne voit pas nécessairement une reconstruction étalée sur 10, 15, 20 ans. Là, actuellement, il y a besoin de dealer avec des antécédents là, en tout cas des cas d'agression sexuelle qui avaient été faits dans l'organisation des Hawks de Chicago puis qui se sont pas amenés aux autorités, disons cela ainsi. Et ça l'éclabousse entre autres une partie de l'état-major des Hawks de Chicago en ce moment. Donc on a un travail de presse à faire du côté de Chicago pour les médias, mais on a eu un travail aussi de confiance à faire envers nos joueurs élites de l'organisation. Fait que c'est peut-être une des raisons qui a fait que la reconstruction a comme pas l'air de vouloir s'étaler sur plusieurs années. C'est peut-être parce que on essaie d'amener un peu de... En tout cas, changer les idées, peut-être. Je dis peut-être, là, parce que le move de Seth Jones, c'est un très gros move qui a été fait par les Hawks de Chicago. Fait qu'enfin, bref. Ici, on a un entraîneur qui est relativement jeune. Je pense qu'il est genre mi-trentaine, si je ne me trompe pas. Jeremy Collinton. Pour l'instant, il n'a pas vraiment fait ses preuves au niveau LNH, mais bon, je trouve ça tout le temps un peu bizarre, parce qu'il y a des joueurs de l'équipe, peut-être plus c'est le cas aujourd'hui, là, mais tu avais des joueurs, entre autres avec Duncan Key, qui étaient plus vieux que lui. Fait qu'il coachait des gars plus vieux que lui. C'était assez particulier. Alors, en 2019-2020, ça avait été une saison... Ouais, ça avait été une saison 70 matchs, 32 victoires, 30 défaites, 8 défaites en prolongation pour 72 points, ce qui veut dire qu'au total, on a 38 défaites pour 32 victoires. C'était pas exceptionnel. Pour la saison 2021, ben là, on a 24 victoires, 25 défaites, 7 défaites en prolongation pour 55 points. On jouait dans la division centrale. C'était une division assez intéressante parce que tu avais des équipes de l'Est et de l'Ouest, fait qu'il était assez particulier pour cette division-là avec la division du Nord. Où on avait des mélanges d'équipes qui des fois se voient moins ou pratiquement pas pendant une saison normalement et qui là se sont vus beaucoup. Fait que c'était une dynamique que tu n'avais pas dans la division de l'Ouest puis la division de l'Est, mais que tu avais dans la centrale et le Nord. Fait que bref, ça c'était assez intéressant au niveau de la saison 2021 pour les Hawks de Chicago, de voir des équipes qui sont peut-être un petit peu moins habituées, dont entre autres les Hurricanes de Caroline. Donc, on avait une équipe qui a eu beaucoup de problèmes défensivement. Du côté des Hawks, ça a été limite catastrophique leur jeu défensif l'année passée. Ils se sont lancés en saison régulière avec Malcolm Subban et Delia comme gardiens de but. Delia, c'est un gardien de but de Ligue américaine. Subban, c'est un gardien qui fait LNH Ligue américaine. Il n'y avait aucun des deux qui était un starter LNH. Alors, quand ils se sont lancés dans la saison régulière, c'était vraiment un gros point d'interrogation, la position de gardien. Puis ça n'a pas été très glorieux pour aucun des deux, ni pour Malcolm Subban, ni pour Delia. Dans le cas de Malcolm Subban, on a joué un total de 16 matchs, une moyenne de buts accordés de 3,20 avec une efficacité de 900. Du côté de Delia, on a eu 6 matchs joués, 3,59, 902. Fait que ça a été très difficile. Fort heureusement, on a eu une forme de révélation. Pour certains matchs, il a été hyper solide. Et on parle ici de la recrue, finalement, Lankinen. Lankinen, 37 matchs, 3.01, 909. Il a quand même bien fait. Il y a des matchs qui ont sauvé le cul aux Hawks de Chicago. C'était une catastrophe défensivement, cette équipe-là, l'année passée. On a une moyenne de buts marqués de 2.84. Tu te dis, bon, c'est pas excellent, mais c'est bof, là, tu sais. Une moyenne de buts accordée de 3.29, mon ami. Ça fait mal. On parle de la... sont 24e au total dans la LNH. Fait que faites le calcul comme vous voulez, il y a 7 équipes pires qu'eux autres. C'est une des pires défensives de la Ligue l'année passée. Un avantage numérique à 21.7, c'est pas mauvais. Un désavantage à 76.8. 28e désavantage de toute la Ligue. Alors, défensivement, ça avait été très laborieux du côté des Hawks de Chicago l'année passée. Tout le facteur Jonathan Toews qui était absent aussi, parce que Jonathan Toews joue un rôle très important par rapport à la protection au niveau de la zone défensive, parce que c'est un gars qui est très intelligent dans son jeu. C'est l'un des meilleurs joueurs two-way de la Ligue nationale. Fait que ça, c'est quelque chose qui faisait mal. Puis au niveau de ton leadership aussi, ça faisait mal de l'avoir perdu, Jonathan Toews. D'ailleurs, captain, serious captain, en tout cas, whatever. On a terminé 6e sur 8 dans la division centrale, 21e dans la Ligue, et bien entendu,
entendu, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Le meilleur en termes de buts aurait été Alex DeBrincat avec 32 buts. Dans son cas à lui, on a réussi à remonter la pente. L'année d'avant avait été plus difficile pour lui. Cette année, il a connu une bonne année. Avec 32 buts, c'est une excellente récolte. Et là, je vois les fans de Cole Caulfield là, qui sont chez eux et qui sourient parce que souvent, on compare Caulfield à DeBrincat parce que c'est des joueurs à petit gabarit avec le style de jeu, etc., etc. Donc, effectivement, dans son cas à lui, il a connu une bonne saison l'année passée. Fait que ça, c'est très intéressant pour les Hawks de Chicago, la tenue d'un gars comme DeBrincat. Mais il y a eu aussi certaines révélations. Puis ça a été assez particulier. Entre autres, avec le cas de, il y a Prius qui n'est plus là aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont échangé, si je me rappelle bien, Prius, qui avait connu une bonne saison, il me semble que c'était recru. Et on avait Eagle aussi, qui Eagle, lui, littéralement, il arrive de nulle part, ce gars-là. On ne s'attendait pas nécessairement à quoi que ce soit de la part de ce gars-là. Brandon Eagle, 52 matchs, 9 buts, 15 passes, 24 points. Alors, c'est un gars qui avait été ordinaire dans la Ligue américaine, mais qui avait très bien fait dans la Ligue d'élite de Suisse. Fait on ne savait pas quel gars allait se présenter, le ordinaire de la Ligue américaine ou celui qui avait été performant en Suisse. Et puis finalement, 24 points en 52 matchs, c'est quand même pas mauvais. C'est quand même pas mauvais pour lui. Fait que ça a été une belle révélation du côté des Hawks de Chicago. On a eu une excellente saison de la part de notre cher Patrick Kane. Patrick Kane qui a été le meilleur joueur en termes de points pour l'organisation avec 66 points en 56 matchs. Plus d'1 point par match pour Patrick Kane. Ça a été une excellente saison pour lui, encore une fois cette année. Alors là, de revoir cette année notre capitaine Jonathan Toews, ça va faire du bien à un gars comme Patrick Kane. Tu as un gars aussi qui avait été absent, c'est Alex Nylander. Alex Nylander, c'est un gars qui pourrait peut-être te faire, je sais pas, une quarantaine de points saison à peu près. Alex Nylander, qui pourrait peut-être même être dans mon top 6, là, on s'en reparlera rendu là. Lui a manqué la saison complète l'année passée. Mais avec des retours comme Jonathan Toews et Alex Nylander, ça peut être bien. Et franchement, l'attaque n'avait pas été trop mauvaise du côté des Hawks de Chicago. Fait que ça risque d'être intéressant. La position offensive de l'équipe qui devrait être un petit peu plus forte. Puis l'ajout de Toews aussi va aider au niveau du jeu défensif. Le meilleur défenseur a été Adam Boqvist, le jeune défenseur en fait, Adam Boqvist. En 35 matchs, 16 points pour moins 7. Le meilleur défenseur à caractère offensif, bien entendu. Dans son cas, à lui, il a été échangé dans la transaction qui a amené Seth Jones à Chicago. À court terme, je vous dirais que l'organisation s'est améliorée, mais c'est un très très beau prospect là, dans le cas d'Adam Boqvist. On va voir qu'est-ce qu'il va faire à Columbus. Des espoirs qui sont à suivre au niveau des Hawks de Chicago. Ce qui est intéressant, c'est que défensivement, ça a peut-être été un petit peu plus difficile pour les Hawks, mais ils ont quand même des prospects défenseurs qui sont intéressants. Et ça, c'est quelque chose qui est à suivre du côté des Hawks de Chicago. On a entre autres Wyatt Kalynuk, lui, il a 24 ans, un défenseur, 21 matchs l'année passée dans la LNH, 9 points. Mais lorsqu'il avait joué dans la Ligue américaine, Kalynuk avait 8 points en 10 matchs. Il y a eu une réalité un peu similaire à celle de Nicolas Baudin, sauf que ce qu'on a observé dans son cas à lui, c'est que plus que la saison avancée, plus qu'il a joué ses matchs, mettons, plus qu'on y faisait confiance à Chicago. Lors des 8 derniers matchs, Kalynuk a été utilisé 19 minutes en moyenne par match. Fait que ça démontre qu'on a beaucoup de confiance en son jeu à lui. Alors, fort probablement que lui devrait être dès cette année dans l'alignement régulier chez les Hawks de Chicago. On a Nicolas Baudin qui est quand même un prospect très intéressant du côté des Hawks de Chicago, peut-être un des meilleurs ou sinon le meilleur au niveau de la position défensive. Nicolas Baudin, lui, il a 21 ans, un défenseur. L'année passée, 6 points en 19 matchs dans la Ligue nationale. Quand il avait joué dans la Ligue américaine, 10 points en 9 matchs. Franchement, là, en tout cas, c'est un prospect qui est très intéressant du côté de l'organisation des Hawks de Chicago. Puis il y a des gars que leur place n'est pas assurée, hein, soit dit en passant. C'est pas parce que moi j'ai mis des gars dans mon alignement que ça veut dire que c'est sûr qu'ils vont être là. Pas du tout. Et en termes de troisième espoir qui peuvent être à suivre, j'y vais avec Ian Mitchell, un défenseur de 22 ans. 39 matchs l'année passée dans la Ligue nationale, 7 points. Dans son cas, lui, il avait 1 point dans la Ligue américaine en 5 matchs. C'est un gars qu'on voit beaucoup comme étant potentiel 7e défenseur pour cette année. Je ne sais pas à long terme qu'est-ce qu'on voit vraiment en lui. Je vais être honnête avec vous. Là. Je ne sais pas quelle projection qu'on a pour lui à long terme. Mais à court terme, il serait potentiellement 6e ou 7e défenseur dans l'organisation. Puis tu sais, il y a quand même déjà une expérience qui est une expérience notable avec 39 matchs l'année passée dans la Ligue nationale. Fait que c'est assez intéressant. C'est 3 jeunes qui vont être à suivre. Je vous dirais que moi, j'aime bien le potentiel de Nicolas Baudin. Mais celui qui me semble être le plus solide, d'après moi, c'est Kalynuk. D'après moi. Ensuite de ça, on va y aller avec un alignement. C'est un alignement tel que je vous propose. C'est pas basé uniquement, c'est pas basé du tout, excusez-moi, sur les lignes qui devraient être les vraies lignes. C'est mon alignement que moi je vous propose. Alors,
Au niveau de mon alignement, il y a des points d'interrogation qui sont durs à évaluer. Bon, je vous explique. Première des choses, parce que Jonathan Toews n'a pas joué de l'année passée. Nylander n'a pas joué de l'année passée. Johnson, lui, ça a été in and out avec Tampa Bay, dans le sens qu'on ne l'utilisait pas nécessairement à la meilleure sauce, mais il y a tellement de talent à Tampa Bay qu'on n'avait plus de place pour lui dans son cas. Brongstrom, lui, il nous arrive de la Ligue A en Finlande, puis c'est un gars qui avait été ordinaire dans la Ligue nationale puis dans la Ligue américaine, mais en Finlande, il a bien fait. Ensuite de ça, ben, on a un gars comme McCabe qui a joué juste 13 matchs l'année passée. Il nous arrive de Buffalo. Buffalo, c'est tout le temps un point d'interrogation au niveau de ton évaluation. Un défenseur à caractère défensif à Buffalo, tu fais comme... Fait que dans son cas, à lui, je trouve que c'est quand même un point d'interrogation. Dans le cas de Fleury, Fleury, il n'y aura pas la défensive qu'il y avait à Vegas, là, vraiment pas. Tu n'as pas Pietrangelo puis chez Theodore en avant de toi. Tu as quand même Seth Jones, me diras-tu, c'est quand même pas... Mais il reste qu'il n'y aura pas le style de jeu solide défensivement qu'il y avait à Vegas. Même s'il vient de gagner le trophée Vizina, une statistique de 1.98, 928 va-t-elle être réellement répétable pour lui cette année? Je le souhaite pour les Hawks de Chicago, mais franchement. Mais l'ajout de Fleury, par contre, c'est du leadership très intéressant, ça. T'as Taves qui revient, mais t'as Fleury qui est un gars qui amène une belle dynamique d'équipe. C'est un gars qui a une belle attitude positive, qui aime ça rallier les gars. Fait que c'est hyper intéressant comme ajout, ça, du côté des Hawks de Chicago, pour pratiquement rien. Je me souviens plus, là. Je pense que c'était un choix de deuxième ou troisième, quelque chose de même. Alors, puis d'ailleurs, hein, pas de félicitations à donner aux Golden Knights, là, parce que Fleury apprenne ça par le biais de son agent qui a vu ça sur Twitter, là, ordinaire au niveau de la classe, les Golden Knights. Anyways, on y va maintenant avec l'alignement projeté pour les Hawks de Chicago. La première ligne, je pense qu'elle est assez solide. On a DeBrincat l'année passée, 50 points en 52 matchs, donc plus d'un point par match dans son cas à lui, dont un gros total de 32 points, ce qui est excellent pour le petit attaquant. Kirby Dach, en 18 matchs, 10 points dans son cas à lui, il s'était blessé au niveau du championnat du monde junior, si je me rappelle bien, ce qui fait qu'il a manqué presque toute la saison l'année passée. Il est arrivé quelque part en fin mars, début avril avec les Hawks, puis c'est ce qui fait qu'il a joué juste 18 matchs, mais 10 points en 18 matchs, c'est très bon. Et c'est lui qui est pressenti comme étant le premier centre de l'organisation dès cette année, pour jouer entre autres avec Patrick Kane. Patrick Kane, 66 points en 56 matchs l'année passée. Fait que ça, c'est une ligne qui, honnêtement, va avoir un caractère offensif très important. Puis c'est intéressant qu'on ait un jeune joueur de centre qui s'établisse déjà comme étant potentiellement le premier centre de l'organisation. On connaît cette situation-là à Montréal avec Suzuki, là, mais tu sais, c'est pas toutes les équipes qui ont ce luxe-là. Fait c'est intéressant là, du côté des Hawks de Chicago. Par la suite, on a Dominik Kubalik. Dans son cas à lui, c'est 38 points en 56 matchs l'année passée. Pour Kubalik, ça a été peut-être un petit peu moins intéressant cette année. Ouais, dans son cas à lui, 17 buts cette année, Kubalik. Fait que il est passé de comme 30 buts l'autre année d'avant à 17. Fait qu'il y a vraiment eu une baisse importante au niveau de son nombre de buts. C'est quand même pas un gars qui est vieux, là, fait qu'il n'y a absolument rien de perdu dans son cas à lui, mais je suis comme pas certain que sur cette ligne-là, il va répéter du 30-40 buts, genre, ça m'étonnerait. Mais bref, on y va avec Kubalik. Jonathan Toews, dans son cas, il n'a pas joué en lien avec une maladie l'année passée, mais il devrait être de retour cette année. C'est un gars qu'on peut s'attendre à peut-être, je sais pas, une quarantaine, peut-être max une cinquantaine de points dans son cas à lui. C'est un joueur de centre responsable dans les deux sens, avec un style de leadership qui est très silencieux, mais qui est quand même très respecté. Et là, j'y vais avec Tyler Johnson, 55 matchs l'année passée, 22 points avec le Lightning de Tampa Bay. Dans son cas à lui, il avait été utilisé très peu au niveau du top 6 avec le Lightning de Tampa Bay parce qu'il y a trop de talent là-bas. Fait que c'est un gars qui est intéressant au niveau du leadership et c'est un gars qui, d'après moi, si on lui donne plus de temps de glace, pourrait apporter une dynamique plus intéressante offensivement que ce qu'il a apporté avec le Lightning de Tampa Bay. C'est la raison pour laquelle moi je vais l'utiliser là. Sauf qu'on aurait pu utiliser Nylander. Lui, il n'a pas joué l'année passée, mais c'est un gars qui faisait à peu près, je sais pas, le 30-40, ben mettons quarantaine de points, genre. Fait qu'on pourrait l'utiliser, lui, avec Kubalik. Ça pourrait être intéressant aussi. Moi, j'ai mis Johnson, mais c'est pas nécessairement coulé dans le béton. Fait Nylander que j'ai mis à l'aile droite de ma troisième ligne pourrait être utilisé aussi sur ma deuxième ligne à l'aile droite toujours. Par la suite, j'y vais avec la petite révélation qu'on a eue en Eagle. Lui, c'est 24 points en 52 matchs l'année passée. Une bonne première saison, franchement, très intéressant. Et là, on a Strome. Dans son cas, à lui, Strome, c'est 17 points en 40 matchs. C'est décevant. C'est un gars, quand il est arrivé avec Chicago, il avait très bien fait. Il avait épaté. Là, je ne me rappelle plus exactement. Là, je pense que c'était genre dans une dizaine de matchs. Il avait près d'un point par match. Mais après ça, ça a été très difficile. Et là, 17 points en 40 matchs, c'est vraiment très, très, très décevant. Dans son cas, lui, il peut être utilisé à l'aile droite aussi, pas nécessairement juste au centre. Alors ça, c'est ma troisième ligne.
Ma quatrième ligne, j'y vais avec Adam Gaudette qui m'aimera peut-être pas de l'utiliser à l'aile parce que c'est un joueur de centre naturel. 4 points en 7 matchs l'année passée. C'est un gars que moi je voyais comme étant potentiellement intéressant pour le Kraken de Seattle. Finalement non. Mais c'est un jeune qui a quand même un certain potentiel. On ne voit pas nécessairement un top 6 en lui, mais c'est quand même un certain potentiel. Par la suite, au niveau de mon centre de mon quatrième trio, j'y vais avec Brockstrom. Lui, il jouait dans la Liga l'année passée, 21 points en 30 matchs. C'est un gars qui est, au niveau de la LNH, il n'a jamais fait de sa place, point. C'est un gars qui, quand il a joué dans la Ligue américaine, c'était so-so comme performance. Mais là, on dirait qu'il a trouvé ses repères au niveau de la Finlande. Fait est-ce qu'il va être capable de transporter ça ici? Parce que s'il me transporte ça ici, il peut très bien monter sur mon troisième trio. Là. Strome, là, c'est vraiment pas un gars qui est établi là. Fait que, tu sais, Strong pourrait être utilisé même à la limite, il pourrait être utilisé à l'aile. À ce moment-là, on pourrait ramener un Gaudette au centre. Puis, bon, bref, il y aurait des moves qu'on pourrait faire. Moi, pour l'instant, j'ai resté avec Strong sur mon troisième, Brockstrom sur mon quatrième. Mais dans le cas de Brockstrom, il pourrait être utilisé sur mon troisième, puis il n'y aurait pas de gêne là-dessus. Et on y va avec Carpenter. C'est 40 matchs l'année passée, 5 points. Je vois qu'on a pris ici du côté de Chicago. Il n'est pas vieux d'ailleurs, lui. Comme scratch, j'y vais avec Brett Connolly et Carrier. Mais dans ce cas, lui, Carrier, je pensais pas qu'il allait revenir. J'étais un peu surpris. On s'en souvient peut-être là, des images quand il avait été frappé contre le Canadien de Montréal. Là, il avait de la difficulté à sortir de la glace. Là, il avait l'air complètement perdu. Commotion cérébrale assez sérieuse, le gars. Fait que, en tout cas, moi, je pensais pas qu'il reviendra au jeu. Mais bon, bref, il va être à Chicago. J'y vais avec Scratch pour Connolly et Carrier. Au niveau des défenseurs, je pense pas qu'il y ait vraiment de très très gros points d'interrogation pour ce qui est de ta première paire. Ça va être Calvin DeHaan en 44 matchs l'année passée, 10 points. Il n'y a pas vraiment de défenseurs qui ont été très productifs offensivement du côté des Hawks l'année passée. Fait que 10 points, c'est rien de dramatique dans son cas à lui. Un défenseur qui est capable de bien jouer dans sa zone. Que je fais jouer avec Seth Jones, ça c'est la grosse acquisition des Hawks de Chicago avec Marc-André Fleury. 28 points l'année passée en 56 matchs. Seth Jones, c'est un gros défenseur qui est capable de patiner. C'est un défenseur qui est quand même mobile malgré sa grosseur, qui a un bon tir aussi. C'est pas nécessairement un slap shot à la chez Weber, là, mais il a quand même un bon tir puis il est capable d'avancer. C'est un gars qui n'est pas gêné d'avancer. Fait que ça, c'est une dynamique très intéressante qu'on amène à Chicago, qu'on avait peut-être pu avec un gars comme Duncan Keith, exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On n'a plus Seabrook, on n'a plus Keith, mais on a quand même Seth Jones qui est un joueur vedette établi LNH, pas trop vieux. Par la suite, on y va avec Jake McCabe sur la deuxième paire, 3 points en 13 matchs l'année passée. Lui, il joue avec les Sabres de Buffalo. Tout était difficile avec les Sabres de Buffalo. Fait que si on peut avoir une autre chance ailleurs, peut-être que ça va aller mieux, peut-être pas, on ne sait pas trop. Connor Murphy, lui, l'année passée, c'est 15 points en 50 matchs, mais dans le cas de Connor Murphy, c'est un défenseur défensif. C'est vraiment pas un défenseur qui est pour porter à l'attaque. Là. Fait que c'est un gars en qui on a confiance du côté de Chicago. Il a donné des grosses minutes à jouer l'année passée. Il va revenir. Je le vois absolument pas sur la première paire avec un Seth Jones en avant de lui. Mais par contre, je pense que sur une deuxième paire, c'est quand même intéressant. En termes de troisième paire, là, je me suis dit, on va mettre les deux frères. Je vous jure pas qu'il va être nécessairement là, mais je mets Caleb Jones, le frère de Seth Jones, qui lui jouait à Edmonton l'année passée. 4 points en 33 matchs. C'est pas une grosse révélation dans son cas à lui. On aurait pu mettre un gars comme Mitchell, que je vous ai parlé tantôt, qui a joué quand même 39 matchs LNH l'année passée, ou peut-être donner une autre chance à Nicolas Baudin. Ça pourrait être intéressant. Mais dans son cas à lui, Caleb Jones, moi, je pense que ça peut être le fun de faire jouer les deux frères dans la même formation. Fait que je l'ai mis sur ma troisième paire. J'y vais avec Kalinouk, 21 matchs l'année passée, 9 points. Je vous en ai parlé un peu. Son utilisation était ridicule. On parle de 19 minutes dans les 8 derniers matchs. 19 minutes de moyenne d'utilisation dans les 9 derniers matchs de la saison du côté de Chicago. Fait que, bref, on a une certaine confiance en lui. On lui a donné de l'expérience. C'est intéressant. Au niveau des scratchs, j'y étais avec Mitchell et Baudouin. J'ai déjà parlé de ces deux-là. C'est deux jeunes défenseurs qui ont un potentiel qui peut être intéressant. Ça devrait être des gars qui pourraient devenir réguliers du côté de Chicago dans les années à venir. En tout cas, on leur souhaite pour Baudin et Mitchell. Le gardien de but partant, théoriquement, devrait être Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, il a une technique qui est un petit peu laborieuse parfois, qui rend les défenseurs un petit peu frileux. Mais il a un bon vibe. C'est un gars qui réussit à faire des gros arrêts très spectaculaires. À Chicago, ils vont l'aimer, c'est sûr et certain. Autant que l'équipe va l'aimer, j'entends par là, les joueurs vont l'aimer, l'organisation va l'aimer, mais les fans vont tomber en amour avec ce gars-là. Il est déjà connu au travers de la LNH comme un grand blagueur. Donc bref, ça, au niveau du... Tu sais, Taze avait fait une sortie publique là, quand on avait mentionné l'idée de reconstruction là, du côté de Stan Bowman.
Puis Taves, il était comme, je comprends pas, il y a de la frustration là-dedans. Puis les leaders de l'équipe s'étaient comme ralliés alentour de Taves, comme quoi ils comprenaient pas que l'équipe voulait se lancer dans une reconstruction. Il y avait encore des joueurs qui étaient dans leur prime, etc. Fait que là, ben, en allant chercher un gars qui est déjà établi en Seth Jones, puis qui est établi comme étant un joueur d'élite de la LNH, et un gars qui est reconnu comme Marc-André Fleury, je pense que ça fait du bien pour Jonathan Taves, pour Patrick Kane. Là, deux bons vétérans de l'organisation. On dit comme quoi, ben gars, on a confiance là, tout de suite, on y va avec ça. Puis si tu regardes Fleury, dans le fond, il est nouveau dans l'organisation, puis il pop tout de suite starter. Fait que c'est quand même un bon move qu'on a fait du côté de Stan Bowman avec Marc-André Fleury, puis il a pas coûté bien cher dans la transaction. Par la suite, on y va avec Lankinen, 37 matchs l'année passée, 3.01, 909. Dans son cas, je pense pas qu'on s'attendait à ce qu'il vole la vedette, mais il l'a fait dans plusieurs matchs d'ailleurs l'année passée. Donc comme j'ai mentionné en début de vidéo, il a survécu des Hawks à quelques reprises. Ça n'a pas été la job de Subban et encore moins de Delia l'année passée. Donc ça a été l'histoire essentiellement de Lankinen. Mais avec une moyenne de 3.01, 909, écoute, dans une équipe que tu as 3.29 de moyenne de buts accordés, 3.01, tu n'es pas juste bon, tu es excellent! Alors le point que je veux amener là-dedans, c'est qu'avec le jeu défensif qu'il y avait en avant de lui, il a quand même très bien fait dans la mesure du possible. Et par la suite, le troisième gardien de but, mais malheureusement, il va avec Malcolm Subban, 16 matchs l'année passée, 3.20, 900. Dans son cas, à lui, c'est un gars qui ne sera probablement jamais un régulier LNH. On est rendu à ce stade-là de sa carrière. Alors, c'était ça pour ce qui est de mon preview des Hawks de Chicago. C'est une organisation qui peut être intéressante et qui pourrait rebondir parce qu'au niveau du core du leadership, avec des ajouts, ben en fait, le retour de Taves, l'ajout de Johnson, avec l'arrivée de Marc-André Fleury, intéressant ce qu'on a du côté de Chicago pour le leadership. Donc, c'est une équipe qui pourrait surprendre cette année. Par contre, moi, je dirais que même s'ils surprennent, c'est une équipe qui va à la limite courir pour une place en série, mais qui ne sera pas nécessairement une équipe qui va être top de la ligue. C'est ma prédiction, court pour être en série. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette prédiction-là? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Avez-vous des éléments qui, d'après vous, devraient retenir l'attention pour les Hawks de Chicago pour la prochaine année? Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'est tout pour ce qui est mon preview. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. On y fait un j'aime si vous l'avez aimé. On partage pour jaser avec un maximum de hockey fans. Et bien entendu, quand on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews pour la saison 2021-2022 qui s'en viennent. Alors, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, mes chers hockey fans. See ya! Bye!